Donc c'est un jeu... Wow, mon micro est beaucoup plus fort, je vais faire attention. C'est un jeu qui s'appelle Sonic Adventure DX, qui est sorti il y a bien longtemps sur Dreamcast, mais là on va jouer à la version PC. Si vous devez être un petit peu familier quand même des Sonic, hein, une bonne petite licence qui a bien marché. Et là, donc, nous allons avoir la chance d'avoir une run de Nixure qui a le record du monde dans la catégorie qu'il va vous présenter. Et vous verrez que c'est extrêmement impressionnant. Je ne vais pas vous spoil, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans la run. On va devoir vous expliquer 2-3 petites choses en amont. Et une fois que ce sera fait, on pourra accueillir Nixure qui viendra jouer donc à Sonic Adventure DX. Ensuite, s'en suivra un concert. Tel qu'indiqué sur le programme à 12h30, et nous reviendrons avec 2 autres speedrunners vous présenter ensuite Mario Odyssey et Sonic 1, donc un petit peu en début d'après-midi. Donc pour ce qui est du coup de cette introduction, sport, e-sport, speedrun, on peut se dire effectivement quels sont les enjeux de s'interroger sur ces pratiques sociales. Alors j'imagine que étant dans un salon comme celui-ci, vous êtes familier notamment du jeu vidéo, peut-être pas du speedrun, mais vu que dans ce type de salon, le jeu vidéo, c'est quand même une des cultures connexes, on va dire, c'est une culture assez représentée. L'idée, c'est de voir un petit peu les enjeux sémantiques, économiques, etc., qu'il peut y avoir à bien définir des termes, notamment pour des disciplines qui sont émergentes. Alors émergente, c'est un bien grand mot, parce que maintenant le speedrun, c'est quand même relativement ancien. Ça jouit d'une plus grande popularité que ça a pu être, mais reste qu'il y a parfois des incompréhensions ou des petits flous. Et j'avais décidé de commencer cette intervention sur qu'est-ce qu'un jeu. Un point de départ, donc d'une certaine manière, c'est évident. Tout le monde le sait. Exactement. C'est le fameux je sais ce que c'est, mais dès qu'on s'interroge... On peut rendre ça un peu interactif, hein, vous n'êtes pas obligé de rester là-bas si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une définition de qu'est-ce que c'est un jeu ou pas du tout? À savoir, il est peut-être un peu tôt le matin, hein, je peux comprendre, hein, ça peut être difficile. Alors, à savoir qu'il est possible, on a à disposition un micro sans fil que nous pouvons vous faire parvenir. Cependant, je lance un appel aux bénévoles ou à au moins un ou une bénévole de la salle. On a besoin d'une personne pour faire passer le micro. Si tant est que vous ayez une question ou une remarque, c'est possible, mais on a le micro, il nous faut juste un bénévole maintenant. Ah, on a un bénévole, et voilà, donc, ça, incroyable. En l'occurrence, si tu peux aller en régie, si à un moment, du coup, n'hésitez pas à lever la main, on vous fera parvenir un micro. Mais qu'on vous entende bien partout, parce que sinon c'est compliqué. Du coup, de manière assez simple, souvent quand on parle de jeu, à la fois le sens commun et les études universitaires, les choses qu'on retrouve le plus souvent, c'est une activité physique et ou mentale, procurant généralement du plaisir, futile, parce qu'il n'est pas censé être contraignant, et pas pénible comme le travail. Il se définit en partie par opposition au travail. Le jeu, du coup, est associé du coup, vraiment au loisir, parfois à l'enfance, avec les préjugés que ça peut impliquer. Et c'est l'idée que c'est vraiment une parenthèse dans l'activité qu'on peut avoir dans la vie de tout le jour, qui est quand même principalement occupée par le travail, l'école, la famille, ce type de choses. Donc voilà, il y a plusieurs manières de jouer, il y a plusieurs tendances, mais voilà, c'est un petit peu les choses que l'on retrouve. Et je vais passer par l'anglais pour faire une petite distinction que nous, on ne fait pas en français, et distinction de laquelle vous êtes peut-être familier par ailleurs. Nous, quand on dit jeu, c'est extrêmement englobant, alors que les Américains ont le game et le play. Ouais. Ils ont effectivement 2 termes pour désigner ce que nous, on ne décrit qu'avec un terme. Donc je vous ai décrit ce qu'était le jeu et le game, si tu veux le... Surtout, c'est qu'on a même le gameplay, c'est vraiment pas évident. On a même dû créer un mot qui va quand même cumuler les deux. Je sais pas exactement ce que tu voulais dire sur le game en soi. C'est le jeu, oui, c'est les règles du jeu. C'est vraiment qu'est-ce qui fait que le jeu a des règles et comment elles vont devoir s'articuler ensemble pour créer le jeu. C'est vraiment ce qui définit la structure du jeu. Voilà, on a donc d'un côté en fait un ensemble formel de règles et de l'autre côté une pratique qui correspondrait plus au jouet. Oui, c'est vraiment le fait de pratiquer le jeu, on va dire. Voilà, socialiser, faire des choses, jouer un rôle, possiblement. Ensuite, deuxième temps, parce que je préfère donner quelques définitions évidemment, parce que ça va permettre après de faire des petites nuances importantes pour essayer de distinguer justement
des notions qui nous paraissent assez évidentes, comme on disait, si je vous dis sport, vous voyez ce que c'est, jeux vidéo, vous voyez ce que c'est assez logique. Mais ensuite, pour essayer de voir finement certaines interactions, il faudra justement creuser et voir ce qu'en dit la littérature. Certaines choses vont être assez intuitives et il y a des fois des choses effectivement qui vont aller contre notre intuition et qui vont nous bousculer, mais de manière intéressante. Donc l'idée, c'est plutôt d'interroger nos catégories, nos pratiques. C'est le but de cette intervention. Et c'est aussi une introduction. À la fin, on va y arriver. C'est un très très long détour. Il y aura du speedrun à la fin, vous promets. Voilà, donc là, on pose des balises définitionnelles d'une certaine manière. Donc le sport, parce que in fine, on rappelle le sport. On va s'interroger après à savoir si est-ce que l'e-sport c'est du sport. Vraie question. Attends, c'est dans le nom. C'est dans le nom tout à fait, mais historiquement, c'est une définition qui a été donnée par des gens dont la thèse était implicitement que oui. Donc forcément, ces personnes n'ont pas à se justifier. Mais on peut quand même véritablement se poser la question, est-ce que l'e-sport c'est du sport et en quel sens ça en est? Mon intuition, c'est qu'effectivement oui, mais ça pose des questions effectivement intéressantes. Et sur l'e-sport notamment, il y a un préjugé. Je te laisserai parler après justement des JO parce que on pourra faire une parenthèse intéressante. Comme vous savez, il y a les JO en 2024 et il est intéressant de voir que là j'avais un point qui est l'e-sport n'est pas une simulation sportive, au sens du coup pas nécessairement. Vous pouvez penser à Street 4, 5, les MOBA, StarCraft 2, etc. Donc ça ce sont les jeux qui sont joués dans l'e-sport, mais si vous... Heureusement que ça n'existe pas en vrai. Hein Heureusement que ça n'existe pas en vrai comme jeu. Parce que c'est un peu dangereux, quoi. Et si vous interrogez des gens dans votre entourage, peut-être des parents ou des amis qui n'ont pas cette culture du jeu, ils voient à peu près ce que c'est l'e-sport, mais très souvent, ils vont dire oui, c'est du sport, mais avec l'artifice qui est une manette finalement. Ça va être une simulation de tennis, une simulation de foot. Ces jeux existent, évidemment, c'est tout à fait légitime, mais force est de constater, comme vous le savez sans doute, que c'est un cas, c'est presque une minorité de jeux d'e-sport, en fait, qui sont des jeux de sport. Et du coup, l'e-sport ne se restreint pas du tout aux simulations sportives. Et du coup, la parenthèse sur les JO 2024 est assez intéressante. Oui, je ne sais pas si vous avez vu un peu le line-up des JO 2024, où pour la première... Donc pour la première fois, on a eu l'occasion d'avoir des jeux vidéo aux JO. C'est quand même incroyable, quelle chance. Et on se dit, ils vont mettre des jeux e-sportif aux JO, c'est logique. On peut avoir des jeux de course éventuellement comme Trackmania, on pourrait avoir effectivement, pourquoi pas du Rocket League, du Counter-Strike, un MOBA, voilà, il y a énormément de jeux en e-sport qui existent. Et aux JO, ils se sont dit, ouais, mais c'est pas du sport, c'est des jeux. On veut pas des jeux, nous on veut du sport. Donc ils n'ont fait une sélection de jeux qui ne sont que des jeux qui existent vraiment en sport. Vous allez voir un jeu de tennis, alors il y a Gran Turismo, qui est peut-être le jeu le plus e-sportif de toute la liste. Mais sinon, ils ont sélectionné que des jeux issus il y a des trucs de tir à l'arc. Vraiment, c'est assez étrange. Ils organisent quand même un tournoi autour de ça, mais je pense, et on en a débattu hier quand on est arrivé, qu'ils n'ont juste pas compris ce qu'était l'e-sport, en fait. Ils ont juste fait quelque chose qui leur a dit « Bon, allez, on va prendre du jeu vidéo, les jeunes, ils aiment ça. » Et on va fourrer du jeu vidéo dans les JO. Alors, certains vous diront, c'est une première étape, on va pouvoir voir si effectivement ça prend auprès du public, sauf que ça va prendre, mais ce ne sera pas la même chose, ce n'est pas la bonne chose que l'on va montrer. Parce qu'expliquer, je pense que c'est assez visuel, un match de Rocket League de haut niveau, c'est très distrayant. Je ne suis pas sûr qu'un match de haut niveau d'un jeu de tir à l'arc soit mieux que le vrai tir à l'arc. L'intérêt de faire de l'e-sport, c'est de montrer des choses que l'on ne peut pas faire avec le vrai sport, comme un StarCraft où effectivement, c'est des armées, c'est un peu difficile d'aller faire ça en vrai et de vérifier qui est le plus fort stratégiquement ou tactiquement. Et donc c'est vraiment très regrettable qu'il n'ait pas écouté le vrai, je déteste dire ça, mais en tout cas l'e-sport pratiqué, pour en faire juste quelque chose où on va faire jouer des gens à des jeux de sport et voir... Alors, en plus, ils vont peut-être devoir créer des fausses compétitions, des compétitions qui n'existent pas actuellement, pour créer une communauté qui est quand même des joueurs internationaux à venir s'affronter. Après, je comprends aussi leur démarche de... On ne prend pas de jeu violent dans le sens où on se tire dessus. Effectivement, un Counter-Strike pourrait être un petit peu mal vécu au JO, même si on est d'accord que c'est pas la valeur transportée par le jeu, c'est pas des terroristes contre des antiterroristes, mais... Ça, j'aurais pu accepter, mais qu'il n'y ait aucun jeu e-sportif en dehors de ça, comme un Street Fighter, effectivement.
Après, je ne sais pas, moi j'ai pas eu les détails de ça, et il faudra qu'on discute, je pense que tu n'as pas beaucoup plus d'infos, si vous en avez, j'en veux bien. Il y avait aussi peut-être, et c'est un truc très particulier dans l'e-sport, nous avons des éditeurs. Les jeux et les règles du jeu ne sont pas détenus par une fédération, mais par une société privée. Et ça, donc, effectivement, c'est un point qui va être abordé, mais juste pour terminer sur l'e-sport, autre préjugé, donc on a vu l'e-sport n'est pas nécessairement une simulation sportive. Autre préjugé qui est très très fréquent dans les discussions auprès des gens qui ne jouent pas et qui ne regardent l'e-sport que de très très loin, ça va être en gros le sport. L'e-sport, c'est une activité physique avec le jeu vidéo comme support. Ça participe aussi du préjugé suivant qui est que le sport c'est une activité physique, alors que c'est plus fin que ça la différence, parce qu'il y a des sports dans lesquels l'activité physique est assez mince, comme on le verra dans quelques instants. Mais du coup, voilà, le fait qu'on fasse une activité physique avec un périphérique de jeu vidéo, c'est ni un critère suffisant, ni même nécessaire. Par contre, c'est pas excluant, c'est-à-dire que c'est possible que sur tel cas, il y ait un périphérique avec une activité physique. Quand tu joues à Dance Revolution, est-ce que tu fais du sport? On est d'accord que Dance Revolution, c'est pas de l'e-sport, pas vraiment. Mais c'est quand même du sport, ou est-ce que c'est de la danse? Non, c'est pas de la danse. Bah si, certains font de la danse tout en essayant de jouer. Mais c'est pas une obligation pour faire du score. Donc c'est vraiment très étonnant ce genre de pratique. Et très rapidement, du coup, dernier point, le speedrun. Très sommairement, ça consiste à terminer un jeu vidéo rapidement. Donc c'est une pratique de niche dont on donnera un certain nombre de traits historiques un peu plus tard si on a le temps. Parce qu'on n'a que 45 minutes. Je suis le maître du temps. Il nous reste J'ai aussi lancé mon chrono. Il nous reste une demi-heure. Et quoi qu'il en soit, donc c'est une pratique plutôt individuelle. On se bat sur une instance particulière d'un jeu et on essaye, se battre soi-même, battre le jeu. On s'interrogera là-dessus, quels sont les différents enjeux. Mais c'est plutôt une pratique individuelle dans laquelle on joue sur une instance particulière d'un jeu, même s'il existe maintenant de l'opposition indirecte, la chasse au record ou les races, comme on le dit, dans les différents événements. Mais c'est arrivé un petit peu plus tard parce qu'il fallait des outils spécifiques. Donc du coup, on a pris à rebours, parce qu'on a parlé du sport au début. Le sport, c'est une réalité sociale qui a beaucoup intéressé les chercheurs et chercheuses en sociologie, justement pour savoir ce que c'était, parce que c'est un terme qui est utilisé de manière excessivement large, par le grand public. On fait partie du grand public parce qu'on n'est pas nécessairement sociologue, et avec un certain nombre d'intuitions qui sont bonnes et des fois des intuitions effectivement qui sont particulières. Et là je vais passer, j'accélère un peu parce que mais après voilà, dans la journée n'hésitez pas à venir nous voir pour détailler certains points. Là je voulais parler de sémantique, mais c'est un peu technique et on va accélérer. Quoi qu'il en soit, le sport, ça n'est pas nécessairement une dépense énergétique ou une activité physique. Ça, je pense, ça frappe notre intuition, parce que je pense que beaucoup de gens ont l'intuition que quand on va faire son petit footing le dimanche matin, on fait du sport. D'ailleurs, on le dit. Mais, tu vas faire du sport. Mais c'est... Pas toi, mais... Mais en tout cas, ça ne va pas de soi. Et les sociologues, là, je m'inspire d'une thèse qui a été faite sur le sujet en 2013, Nicolas Besson, avec lequel j'avais fait une intervention sur le sujet. Alors je dis 2013, c'est peut-être 2015, peu importe. Le premier critère qui est souvent retenu, c'est ce qu'on appelle la physicalité ou la pertinence motrice. L'idée, c'est de dire, est-ce que la victoire, dans le cadre d'une opposition, est-ce qu'elle dépend de l'expertise motrice du joueur ou de la joueuse, c'est-à-dire de sa compétence à exécuter un certain nombre d'actions coordonnées, séquentiellement ou simultanément. Si c'est le cas, c'est un sport. Si ce n'est pas le cas, ça fait déjà un mauvais point, parce qu'il y a 4 critères en fait qui définissent assez strictement ce qu'est le sport. Et en fait, pour le dire de manière moins formelle et de manière plus intuitive, il y a des activités. Imaginons, j'ai le record du monde qui me souffle à l'oreille ce que je dois faire. Si je suis capable de le faire, eh ben, c'est que c'est pas du sport. Et si je ne suis pas capable de le faire, c'est parce que du coup, effectivement, j'ai pas le corps, que je ne l'ai pas assez entraîné, ma mémoire musculaire et autres, c'est pas du sport. Donc, en fait, ce critère, il est intéressant parce qu'il va plutôt, même s'il est formulé de manière un peu technique, c'est un peu l'intuition qu'on a au début, finalement. C'est-à-dire que si je veux faire du foot, prenons Zidane, moi je suis un peu daté en termes de ref, mais parce que je suis... Prends Mbappé, il joue encore. Ou du tennis, moi je suis le tennis, Roger qui est à la retraite depuis 1 an. Roger, il est arrêté aussi. Hein. Bon, Nadal me dit comment jouer sur terre battue à chaque point. Bon, Nadal, il est blessé. Hein. Il est blessé en ce moment, mais voilà. Mais on pourrait dire, il me conseille comment jouer sur terre battue.
en temps réel, je vais quand même perdre le match. J'ai jamais fait de tennis. Donc du coup, il y a une pertinence motrice. Bon point, c'est du sport. Ce ne serait pas forcément le cas si on pense à un jeu comme les échecs. Si j'ai un voisin qui me dit tout faire à Caen, en théorie, à moins d'être vraiment très mauvais ou vraiment de ne pas l'écouter, je peux gagner aux échecs contre le plus grand joueur d'échecs du monde parce que je n'ai pas la nécessité d'être... Enfin, c'est pas très compliqué de jouer aux échecs physiquement. Et pourtant, on pourrait considérer que les échecs, des fois, il y a du sport dessus. Effectivement, et c'est plutôt le cas parce que dès qu'il y a des événements et autres, c'est souvent considéré comme un événement sportif. Juste, même s'il y a un mauvais point parce qu'il n'y a pas de physicalité, il n'y a pas de pertinence motrice, les échecs vont cocher les autres cases qu'on va mentionner tout à l'heure. Mais maintenant qu'on a cette case, pour ce qui est du jeu vidéo, on voit très très bien qu'il y a une pertinence motrice. C'est pour ça que pertinence motrice, c'est beaucoup plus technique comme terme que simplement peut-être physicalité qui est plus large. L'idée, c'est pas la dépense énergétique, parce que la dépense énergétique dans le cadre du jeu vidéo, même compétitif, est relativement faible. Par contre, on voit tout à fait que si je fais du StarCraft 2, que le champion, la championne me dit quoi faire, je vais quand même perdre parce que il y a la capacité, l'entraînement rétinien, il y a la mémoire, les réflexes, il y a tout un tas de choses très physiques qu'on a entraînées. Ça coche donc la case, en fait, c'est du sport pour le coup. Tout ce que volontiers, tout ce qui va être le jeu vidéo compétitif, au moins coche cette première case, c'est du sport sans aucun problème. Alors il y a un deuxième critère qui est donné par les sociologues, qui est la dynamique de compétition. Donc la compétition comme dynamique et comme structure. Il y a vraiment l'idée d'opposition, d'être meilleur, ça, c'est quelque chose, c'est pas juste on joue dans son salon pour se détendre, etc. C'est pas juste du fun ou du plaisir, il peut y en avoir, mais c'est non essentiel. Il y a vraiment l'idée, c'est faire un footing le dimanche matin ou participer au marathon des JO, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que il y a vraiment une dynamique d'opposition, il y a un adversaire, dans un match de tennis ou dans un match de foot, c'est assez clair, 2 joueurs, 2 joueuses ou 2 équipes s'affrontent. Dans le cadre d'un marathon, dans l'athlétisme, il y a des disciplines un petit peu particulières parce que c'est un petit peu chacun pour sa peau, le 100 mètres, mais on va essayer de franchir la ligne en premier, évidemment. Donc il y a cette dynamique de compétition. Et selon ce critère, en fait, assez facilement, l'e-sport est un sport, pour le coup. Et comme on le verra plus tard, c'est également vrai pour une partie du speedrun, parce qu'il y a l'idée, en fait, de gagner des races, d'avoir des records. Donc il y a au moins ce qu'on pourrait qualifier d'une... Il y a une compétition. Voilà, une compétition. Il peut y en avoir une. Une opposition indirecte, battre un record, etc. Donc là, on voit bien que la compétition, c'est un critère que l'e-sport tel qu'on le considère aujourd'hui, si on part des objets considérés comme de l'e-sport, StarCraft 2 et autres, c'est une case qu'on coche assez facilement parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Même si, évidemment, on peut faire des nuances entre opposition directe, opposition indirecte, etc. Pour ce qui est de la discipline qui nous intéresse plus, on peut légitimement trouver que pour le speedrun, le parallèle est beaucoup plus facile à faire avec l'athlétisme notamment. Alors, vous avez des règles qui sont très établies à l'athlétisme. Le but, c'est de courir le plus vite possible, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Vous avez un adversaire qui court à côté de vous, mais vous n'êtes pas directement en opposition avec lui. Vous n'avez pas le droit de lui faire un croche-pied. Par contre, vous avez la même course à faire tous les deux, et c'est celui qui sera le plus rapide qui réussira à gagner. Et là, il n'y a pas de problème, il y avait une compétition qui est organisée, même si vous n'êtes pas en opposition. Donc le speedrun, effectivement, se rapproche plus de l'athlétisme que du sport collectif ou du sport individuel. Le troisième critère que les sociologues mettent en avant, c'est la codification. La codification, c'est l'idée d'avoir un certain nombre de règles explicites et structurées pour donner les règles du jeu et aussi codifier les interactions entre les personnes pour savoir qui gagne, qui perd, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, mon 100 mètres, il fait 99. J'ai perçu que j'étais plus rapide. Non, tout le monde s'accorde à ce que tout le monde fasse le même 100 mètres, c'est plus pratique. Et c'est la différence entre ce qu'on appelle, par exemple, pour reprendre un exemple issu du foot qui est bien connu, c'est la différence entre le foot de rue et le match de foot officiel. Dans un cas, on a des règles implicites et personnalisées, ce qu'on appelle les home rules, les règles maison, et dans l'autre cas, des règles explicites, uniformisées, ça c'est très important. La codification de ce qui est dans le jeu et en dehors du jeu pour que les matchs soient équilibrés, intéressant. Donc on a des ligues, des divisions, on veut éviter la triche. Et le dopage. Mais c'est quasiment inhérent au second critère qui est la compétition. La triche est forcément endémique à la compétition, donc il va falloir un certain nombre, pareil, de règles d'arbitrage pour sanctionner. On a les règles du jeu, mais si les gens contreviennent manifestement à ce qui est attendu d'eux ou d'elles, il va falloir avoir un éventail de sanctions.
On ne peut pas juste à la volée improviser des sanctions. C'est aussi ça, la codification. Ce n'est pas que les règles du jeu, c'est la codification des sanctions. Qui est quand même quelqu'un qui vérifie qu'elles soient respectées. Et là, on a un petit point de tension avec ce qu'on volontiers on qualifierait l'e-sport. Autant l'e-sport cochait les 2 premières cases. C'est un peu plus complexe parce que, alors on a la codification, on a le code du jeu, je ne vais pas l'évoquer, mais déjà dans le jeu vidéo on a une double codification. Il y a l'aspect, en fait, le jeu est codé, il a un certain nombre de choses qu'il peut faire. Que c'était des choses voulues ou pas par les développeurs-développeuses d'ailleurs, hein, petit point, l'émergence, tout ça. Mais effectivement, on a dans l'e-sport, on a effectivement un code, le code du jeu, et parfois on met en place un code, on va dire, d'arbitrage. Pour les très très gros jeux, ça marche. Pour les plus petites communautés comme le speedrun, c'est un critère plus complexe parce que c'est un peu beaucoup plus improvisé, c'est-à-dire qu'en fait on ne pense pas tout de suite au fait que les gens vont par exemple tricher. Il n'y a même pas que la triche, en fait, ça peut être de bonne foi. Les gens par exemple ne vont pas faire leur split au même moment et c'est un peu improvisé, c'est-à-dire... Le split, c'est un moment dans un speedrun où on va faire un checkpoint pour voir où on en est dans le temps. Et il s'avère que par exemple vous dites, moi je vais décider qu'ici je m'arrête, je regarde mon chronomètre quand j'ai tué le boss. Mais c'est au début, à la fin, au moment de la cutscene, et il suffit que tout le monde ne soit pas d'accord, vous n'allez pas avoir les mêmes splits. Maintenant, les communautés de speedrun, notamment sur speedrun.com, font des efforts là-dessus, mais c'est beaucoup moins formalisé que ne l'est le sport ou les gros jeux d'e-sport qui ont un code d'arbitrage. C'est plus pratique pour communiquer si tout le monde fait la même chose. Parce que sinon, tu te retrouves à devoir expliquer où est-ce que tu as coupé toi, alors que l'autre, pas au même endroit. Donc en général, maintenant, grâce à Internet et au système communautaire, en général, si vous pratiquez un jeu en speedrun, vous allez vous entendre avec les autres pour garder les règles communes qui ont été établies, mais par la communauté. Il n'y a pas une entité supérieure qui vient vous dire c'est comme ça qu'on fait. Et alors là, clairement, le speedrun, c'est on va dire un demi-point, c'est un point qui est un peu en tension parce que par rapport à l'e-sport, c'est quand même plus compliqué, mais c'est également intrinsèquement lié à une particularité du speedrun qui est qu'il y a quasiment autant de communautés qu'il y a de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a plus de jeux vidéo que de sports différents. Donc on comprend bien qu'il s'agit plein de petites communautés avec des fois de l'auto-organisation, ce qui a de la valeur à mes yeux, mais Vous en verrez aujourd'hui des règles très étranges qui sont acceptées par tous les speedrunners parce que c'est comme ça qu'on joue en speedrunnant à leur jeu. Vous le verrez cet après-midi. Et c'est une règle vraiment très étrange, mais on vous l'expliquera. Elle a beaucoup de sens, hein, c'est normal qu'ils le fassent. Donc là, e-sport, on donne le point, on va dire le point est plus ou moins respecté, mais c'est pas aussi formalisé, on va dire parfois que ça l'est dans le sport en bonne et due forme. Et le speedrun, c'est carrément plus complexe. Là, on sent que c'est un point de fragilité par rapport à l'e-sport, pour considérer le speedrun comme du sport. Le 4e point qui est donné par les sociologues, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Alors là, c'est un point... ça va être compliqué, là. Là, c'est un point... un bon point pour les échecs. On a dit que les échecs, il n'y avait pas de pertinence motrice, mais là, pour le coup, c'est volontiers qualifié comme discipline sportive parce qu'il y a une institutionnalisation. Et alors là, l'e-sport, comme le speedrun, pour des raisons différentes, le point n'est pas marqué. C'est une différence fondamentale entre le sport et l'e-sport, déjà, si tu veux parler par rapport justement au fait que ça appartient à des boîtes privées. Bah oui, c'est ça, parce que le sport, en fait, maintenant, il existe des fédérations. Vous avez la Fédération française de football, la Fédération de tennis. Il y a un système, où, comme aux échecs, par exemple, avec le système Elo, qui permet à tout le monde de savoir son niveau. Et c'est international, tous les joueurs peuvent se référer à un genre de fédération, à une institution qui détermine pour elle ses règles et son fonctionnement. Et d'ailleurs aussi, donc, sa sécurité. Savoir si les gens n'ont pas triché, c'est elle qui va punir un joueur qui aurait triché, par exemple. Et dans l'e-sport, actuellement, le problème, c'est que cette institution n'existe pas, ou si elle existe de fait matériellement, c'est l'éditeur du jeu, qui n'a pas à écouter les joueurs, qui n'a pas à écouter un État, qui n'a pas à écouter une fédération de joueurs. L'éditeur du jeu a tout pouvoir, vraiment tout pouvoir, sur le jeu. Il peut d'ailleurs même tout simplement, imaginer, il peut décider de bannir un joueur, juste parce qu'il ne l'aime pas. Pas parce qu'il n'a pas respecté les règles, ou parce qu'il a... Non, c'est juste, il a dit, moi, je te sponsorise plus, donc tu n'as plus le droit de jouer à mon jeu, tu es banni du jeu. Quelque chose qu'une institution, en théorie, aura du mal à faire si c'est juste une institution faite par les joueurs pour les joueurs. Et ça, c'est vraiment une énorme différence, et on peut aussi faire quelque chose de terrible quand on est éditeur, on peut très facilement, et sans, on va dire, écoute démocratique, si vous voulez, changer les règles. Bah non, en fait, tu peux aussi avoir d'autres
valeur, on va dire. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément là pour uniquement la beauté du jeu, justement. Tu peux être là en te disant, je vais changer les règles, parce que ça va forcer les joueurs, qui sont peut-être une grande quantité, à devoir réinvestir dans un jeu. Donc on est vraiment dans d'autres problématiques. On n'est pas dans l'établissement des règles et dans leur respect, mais dans une logique quand même beaucoup plus mercantile de aussi faire de l'argent avec une pratique. Un petit exemple sur des évolutions de règles. Alors bien sûr, il y a aussi des évolutions de règles dans le sport, mais c'est souvent sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que chaque changement, c'est lever de bouclier, c'est vraiment dur de faire le moins de changements. Si vous voulez un exemple de ça, la VAR au foot. Combien de temps on avait déjà depuis très longtemps une technologie vidéo qui nous permettait de vérifier si on abusait ou pas d'une ligne au football. Il a fallu 40 ans pour qu'ils se disent « Non mais quand même on va le mettre parce que ça pourrait couper quelques débats ». Donc quoi qu'il en soit, quelques exemples par rapport justement à ces éditeurs qui font leur championnat. Donc Capcom Cup, WCS StarCraft 2, Riot pour LoL, The International pour Dota 2, Evo Red Bull Comité, donc là c'est un privé donc voilà, pour le comité. C'est même pas un éditeur de jeu. Oui, ça peut arriver. Alors cependant, deux petites nuances. Il est intéressant de voir, j'ai envie de dire tristement, que dans le sport contemporain, on observe des mutations, ce qui fait que le sport et l'e-sport convergent un peu sur ce point-là, pour des raisons qui me semblent un peu douteuses pour moi, vous allez voir pourquoi. On a dit d'un côté sport, institutionnalisation, fédération, et de l'autre, on a des privés qui du coup ont un peu les pleins pourvoirs sur leur jeu, et donc sur ce qui est fait de manière e-sportive relativement à leur jeu. Qu'est-ce qui se passe dans le sport contemporain ? Si vous suivez le tennis, par exemple, je donnerai beaucoup d'exemples tirés du tennis parce que c'est un des sports que je suis le plus. Avant, on avait l'ATP Race, l'ATP, des choses comme ça. Et comme il y a des financeurs privés en fait, qui mettent beaucoup d'argent, on va jusqu'à mettre le nom du financeur privé dans le nom. Donc ça devient l'ATP Emirates Master Cup, Nitto ATP Finals. Et c'est pareil pour les clubs de foot. Donc on commence à faire figurer directement dans les noms du tournoi. Ou le nom des stades. Le nom des stades et tout ça. C'est typique en France, quoi. Vous n'allez plus au Stade de France, vous allez à l'Accor Arena. Donc c'est un premier point de convergence un peu, pas inattendu, mais un peu surprenante, qui fait le sport mute aussi parce que les acteurs privés, parce qu'il y a des enjeux financiers énormes, s'y intéressent beaucoup. Et l'autre point, c'est que du côté de l'e-sport, les autorités publiques pointent un petit peu leur nez pour justement... il y a une législation relative aux compétitions, le ministère des Finances et des Sports en Corée, en Russie, en Italie, dans le canton de Genève, ont reconnu l'e-sport comme un sport à part entière et s'y intéressent. Donc il y a des convergences, mais on va dire que pour l'instant, l'État, c'est quand même une grosse différence entre l'e-sport et le sport qu'on est obligé de noter. Et pour ce qui est du speedrun, en fait, alors on est dans le cas où on a... ni reconnaissant, on n'a pas vraiment d'institutionnalisation, mais on n'a pas vraiment d'acteurs privés, parce que très souvent le speedrun se fait sur une itération ancienne du jeu, et on comprend bien que pour des raisons économiques, c'est pas intéressant pour les développeurs. C'est-à-dire que le jeu, les gens vont le poncer, vont y jouer beaucoup, et vont jouer des fois à des jeux qui ont 10, 20, 30 ans, donc les enjeux économiques sont nuls, et on se retrouve avec, du coup, c'est encore un cas assez différent de l'e-sport. Et donc ce sont plutôt des associations de joueurs-joueuses, quand il y en a, parce que des fois ce sont juste des associations informelles sur Discord, etc., qui vont s'occuper de ces jeux. Donc, et oui, petite parenthèse sur l'évolution des règles. L'évolution des règles dans l'e-sport, c'est un peu technique, parce qu'on pourrait se dire les règles, le code du jeu ne va pas forcément changer, même s'il peut y avoir des patchs de rééquilibrage, des choses comme ça. Donc, première évolution. Un rééquilibrage, ça change un peu la dynamique compétitive, mais je pensais surtout au fait que pour des raisons économiques, les éditeurs vont vouloir que les compétitions se passent sur les dernières itérations de leur jeu. Par exemple, récemment, il y a eu un certain nombre de tournois Street 5 qui n'ont pas eu lieu parce que Street 6 sort. Donc l'intérêt, on le sent bien pour l'éditeur, c'est de promouvoir Street 6, Street Fighter 6, et que les tournois d'e-sport soient sur ce jeu. Donc c'est un shift de règles, on veut que ce soit la dernière itération du jeu en question, qui a ces petites différences, des fois ces grosses différences. Ça, c'est pour le cas officiel, mais il n'y a rien qui empêche les joueurs d'organiser un tournoi sur Street Fighter 2. Mais ce ne sera pas soutenu par l'éditeur. Il dira « Ok, moi, je ne peux pas vous en empêcher, mais je ne soutiens pas ». Ce qui est quand même très surprenant. Alors, en conclusion intermédiaire, on voit bien que ces 4 critères, que l'e-sport requiert une expertise motrice, est une activité compétitive avec quand même une codification assez explicite et uniformisée. Mais l'institutionnalisation, elle est plutôt associative pour les petits jeux et strictement privée, en tout cas pour les très très gros jeux. Mais il commence à y avoir une reconnaissance variable des autorités. Enfin, en tout cas, une reconnaissance qui commence... Une reconnaissance qui est plutôt là d'ailleurs pour venir faire la police dans l'e-sport.
parce qu'on a vu des abus, parce qu'on sait que des équipes vont abuser un petit peu des joueurs, qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Donc c'est normal que ce soit un peu problématique. Et si l'État s'y intéresse, c'est rarement pour en faire une très grande promotion. Et la deuxième raison, effectivement, c'est aussi que ça commence à générer de l'argent. Et que l'État, il aime bien aller chercher un petit peu sa part du gâteau quand il y en a. Et c'est là aussi il y a les dérives en général. Donc si les institutions s'y intéressent, c'est pas justement pour la beauté du geste. Hein. C'est parce qu'il y a des problématiques autour de ça qui font qu'il faut une intervention. Voilà, donc en tout cas, ça gagne en légitimité. Et voilà. Au-delà de ça, on remarque d'un point de vue économique un phénomène intéressant qui est que les équipes sportives commencent à investir pour avoir des équipes e-sportives. Donc ça montre une convergence. Une convergence qui n'est pas sans modifier l'e-sport, mais chose plus surprenante, qui n'est pas sans modifier le sport, comme va le suggérer le prochain point, qui est pour le coup plutôt une intuition personnelle que j'ai un peu travaillé, qui n'est pas un critère retenu a priori pour l'instant par les sociologues, mais qui est un point qui m'a interrogé. On va vous le soumettre, mais c'est un point d'interrogation qui viendrait du coup en plus. Mais juste dernière parenthèse avant de passer au point suivant. Donc, et pour le speedrun, donc expertise motrice, on est d'accord. C'est une activité compétitive, même si elle est paradoxalement compétitive, parce qu'on a des gens qui vont essayer de battre le jeu, se battre soi-même, battre le record du monde, gagner une race. Donc c'est quand même on n'a pas tous les mêmes règles quand on commence. Voilà, on a une institutionnalisation qui est seulement associative. On n'a pas de reconnaissance des hautes autorités pour l'instant, ni de circuit pro international. Et les plus gros événements ne vont pas nécessairement être des événements pour le coup e-sportif. Quand on pense à l'AGDQ Speedon, en fait, on a c'est le côté en fait caritatif, le show, mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas beaucoup de race, et c'est pas forcément l'aspect sportif qui est le plus en avant des. Et on a ici, là où on vient vous faire une présentation, leur but ne sera pas de battre le record du monde. Et certes, ils ont les records du monde, mais voilà, c'est très très peu probable qu'ils viennent ici pour battre le record du monde. Ils viennent vous montrer, ils viennent faire l'exhibition en fait. Là, on est vraiment dans de l'exhibition. Et ça tombe bien, c'est le point d'avance. On n'aura pas le temps d'aller au bout de l'introduction, mais c'est pas très grave. On donne quelques éléments pour stimuler la réflexion. Le point sur lequel on aimerait appuyer, c'est la spectacularité du sport et de l'e-sport. Et c'est ce que je vais noter, le paradigme du spectacle. Et pour le coup, ce qui est intéressant, ça me semble être quelque chose d'extrêmement important et structurant dans la manière dont on regarde le sport et l'e-sport, la manière dont il est montré. Le sport est pensé à la fois pour des raisons économiques, mais pas que, pour être quand même montré à des gens et à un maximum de gens. Et ça n'est pas sans... c'est un élément en fait qui va jusqu'à changer un petit peu la grammaire sur comment est produit le sport et l'e-sport. Il y a des similitudes entre un spectacle, au sens, ça peut être un spectacle de théâtre ou un film, c'est-à-dire que je pense qu'il y a même des propriétés qu'on attribue aux films et aux pièces de théâtre qu'on peut d'une certaine manière donner volontiers au sport et e-sport, même si évidemment il y a des différences fortes, mais en tout cas c'est un point d'intérêt. Alors quelque chose qui est un point de différence d'une certaine manière, c'est qu'est-ce qui produit le spectacle dans le sport et l'e-sport, c'est a priori c'est équilibre et incertitude. A priori la fin n'est pas écrite, c'est-à-dire que même si une équipe est très largement favorite. Tout peut arriver, on vous le rappelle. C'est exactement ça. Il y a des divisions pour que les matchs soient équilibrés. Tout le monde ne joue pas contre tout le monde, donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ce serait marrant par contre. Et de cet équilibre va naître une incertitude, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des gens qui seront favoris, mais l'issue n'étant pas écrite, c'est quelque chose, c'est un spectacle qui va être, on va dire, consommé sans l'aspect négatif, plutôt de manière instantanée, c'est-à-dire que ça perd quand même pas mal de valeur, à moins d'être vraiment un fanatique du sport en question. On regarde le match. Je regarde toujours des finales de tennis a posteriori. Rappelle-toi, Nadal-Federer 2009 Wimbledon. Donc voilà, c'est assez rare en fait. Vous avez tendance à pas regarder du sport à rebours. Les replays, c'est pas le plus passionnant en sport. Même si du coup nos modes de consommation du sport ont changé avec les nouveaux outils et les nouvelles plateformes, mais globalement, on remarquera que pour le sport et l'e-sport, ce qu'on a la rewatch value, donc la valeur qu'il pourrait y avoir à re-regarder, est quand même semble assez faible. On va préférer, j'imagine, regarder la nouvelle finale. C'est-à-dire que s'il y a les championnats du monde de ping-pong qui se sont terminés récemment, on va préférer regarder la finale actuelle en temps réel que j'en profite pour me regarder la finale de l'an passé, par exemple. Bien sûr, des gens vont faire ça, mais on peut quand même, c'est beaucoup plus marginal. C'est vraiment une culture du présent, de l'instantané dans le sport. Cependant, le storytelling, la manière dont on raconte les histoires,
eh ben on peut considérer que dans le sport et l'e-sport, on s'est énormément inspiré du cinéma et des séries. Encore plus des séries, c'est-à-dire que vous me direz, votre intuition première, c'est de dire que ce sont des choses assez différentes, ce sont des modes de production différents, avec pas les mêmes corps de métier, pas les mêmes enjeux. Et pourtant, je trouve qu'il y a une convergence, c'est-à-dire que le storytelling du sport, il est énormément articulé autour des champions et des championnes, qui sont surmédiatisés et excessivement bien payés. Et qui peut donner en fait plusieurs idées fausses par rapport au sport professionnel. Prenons encore le tennis. Vous êtes en dehors du top 100, ça va être dur. Vous êtes déjà très très balèze, mais vous n'en vivrez pas, ça va être excessivement dur. Vous êtes dans le top 100, vous galérez, vous commencez à faire les tournois qualificatifs, ça va. Alors top 50 et à la fin vous êtes richissime si vous êtes dans les meilleurs, parce qu'il y aura les sponsors, parce que les gains sont pyramidaux dans les tournois, etc. Donc, notre regard assez spontanément, alors c'est pas qu'une volonté, c'est pas nécessairement que intentionnel, c'est pas qu'on veut produire du sport de cette manière, c'est que nous-mêmes on est bercés par les séries et notre manière de consommer du sport et de l'e-sport va être énormément articulée autour des visages. Même si on aime le sport en question et ses règles, si vous aimez le foot par exemple, il n'est pas rare, ou plutôt il est rare de trouver des gens qui aiment le foot mais qui ne sont fans par exemple d'aucun club en particulier, d'aucun footballeur en particulier. On va avoir des personnes dont la personnalité ou le jeu va nous enflammer et on va particulièrement s'intéresser aux résultats de ces personnes, aux résultats de ce club. Et donc tout le storytelling fait par les commentateurs, commentatrices et les institutions et les journalistes qui se font relais en fait. Ben regarde qui est là aujourd'hui. On a les 2 recordman du monde. On n'invite pas les numéros 2. Voilà, c'est... Et donc, tout ça pour dire que le storytelling dans le sport est quelque chose qui va être vraiment fortement inspiré des séries en fait. Et on va suivre la progression à travers les saisons de notre sportif ou sportif préféré, avec les émotions, avec aussi les dérives, avec les dramas, la presse people qui va s'intéresser des fois beaucoup plus à ce qui se passe en dehors du cours que dans le cours. C'est-à-dire, on n'est plus dans le sport, mais voilà, la starisation, c'est quelque chose qui touche l'écriture du sport. Ça touche toute la société et le sport se fait inclure dedans, en fait. Alors, il nous reste plus que quelques minutes. Dans quelques instants, on vous le rappelle. Encore 5 minutes, ça va. Dans 5 minutes, on va vous présenter le speedrun de Sonic Adventure DX, fait par le record du monde. Et cet après-midi... Tourne un peu déjà derrière, vous avez la session d'entraînement pour l'instant. C'est exactement ça. Autre point du coup sur l'aspect spectaculaire du sport et de l'e-sport, c'est que il ne suffit pas d'avoir des gens, des équipes ou des personnes qui vont s'affronter avec des règles pour qu'il y ait du sport. Il y a vraiment une logique, il faut qu'il y ait des formats de championnat, des tournois, des races qui soient attractifs pour les spectateurs, spectatrices et qui soient également lisibles, intelligibles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut poser préjudice à certains sports si il y a un manque si c'est pas très très clair le système de points, ça peut être compliqué. Donc maintenant, quand des disciplines sont créées ou évoluent, ça va être avec l'idée, il faut que notre discipline soit dans un format plus digeste. Encore une fois, je vais parler du tennis. Il y a une interrogation en interne. Est-ce que finalement maintenant les matchs ne sont pas trop longs et que les gens ne sont pas prêts à regarder un match pendant 4-5 heures? Donc il y a de véritables interrogations pour diminuer le format, pour dire voilà, faut pas que ça dure 4-5 heures, faut que ça dure 2 heures, parce que les gens maintenant peut-être que c'est dur d'avoir... C'est ce qui s'est passé dans la F1 en particulier, où toutes les règles des grands prix ont été modifiées pour s'adapter en fait à la télévision. Vraiment, c'est la télé qui compte. C'est pas que le fait que les pilotes ou les équipes puissent véritablement s'affronter sur le terrain, mais vraiment pour qu'il y ait des éléments télévisuels fonctionnels avec les horaires, la durée des grands prix qui a été largement raccourcie. Et si vous regardez un petit peu, vous savez aussi qu'il y a différents types de pneus, par exemple. Ces pneus sont volontairement faits mal pour se dégrader plus vite. Si on les faisait juste au top de notre technologie, ils n'auraient pas besoin de changer de pneus, en fait. Il n'y a pas de souci. Mais on les fabrique mal pour qu'il y ait un intérêt et une stratégie qui se crée par-dessus. C'est purement pour créer du storytelling, de l'histoire. C'est pas nécessaire, c'est pas un problème technique. Et donc du coup, on va faire des efforts pour rendre lisibles nos règles. Toutes les évolutions vont tendre pour que ce soit lisible, surtout pour les publics non initiés. Évidemment, parce que les publics initiés, à la limite, quoi qu'il arrive, ils ont déjà les codes, donc ça ne va pas les déranger. Et on aura même tendance à avoir plutôt des levées de boucliers, c'est-à-dire qu'on est volontiers, on a notre inconscient réactionnaire, c'est-à-dire « Oh là là, mon Dieu, ça change, c'est terrible ». Et quoi qu'il en soit, autre point,
je vois beaucoup de sports se plaindre de perdre des parts de marché en disant mince, on a moins de licenciés, on a moins de spectateurs, spectatrices, que ce soit sur Twitch, à la télé. Et en général, le diagnostic qui est fait est pas toujours bon, j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, notre sport n'est plus assez attractif parce que dans tel sport, ils vont implicitement se mettre en concurrence avec les autres sports, ce qui est une réalité. Enfin, les gens, en plus du travail et de leur famille, n'ont pas un temps infini à consacrer au fait de pratiquer ou de simplement voir du sport. Mais de manière plus large, j'aurais tendance à dire que le sport, il est également mis en concurrence avec à peu près toutes les autres productions et activités humaines qui produisent du spectacle. C'est-à-dire que, vu qu'on le consomme partiellement et qu'il est produit partiellement de la même manière, il est évident que si on a un temps imparti, je me rappelle de la vieille expression du coup que je me réapproprie, qui était le temps de cerveau disponible, qui était dans les années, qui avait été utilisée pour parler notamment des pubs, etc. Mais c'est quand même intéressant, on se dit par exemple, j'ai 3 heures à consacrer au loisir par jour, c'est déjà pas mal. Si vous avez des enfants et un boulot, c'est un peu dur, mais allez, prenons ce chiffre généreux de 3 heures. Et il est évident que si par ailleurs vous lisez beaucoup, que vous regardez beaucoup de séries, si vous voulez regarder un peu de sport, vous n'allez pas pouvoir tout suivre, vous allez regarder que le foot ou que le basket ou que le volley. C'est nécessaire, et donc les gens ont tendance à pas voir qu'ils sont finalement en concurrence de manière très très large avec la plupart des choses qui produisent du spectacle. N'oubliez pas que Netflix a dit que son pire ennemi c'était Fortnite. Qui ça ? Netflix. Ouais. Parce que Netflix, en fait, comprend bien que le temps de cerveau disponible que vous avez va devoir se partager dans vos activités de loisirs, et que Fortnite, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas bien pour le Netflix, vous regardez pas de série quand vous êtes en train de jouer à Fortnite. Enfin, normalement non, mais à LoL si, parce qu'on s'en fout, vous avez rien à faire pendant que vous jouez à LoL, mais... Et donc, autre point de convergence entre le cinéma, les séries, le sport et les sports sur l'aspect spectaculaire, c'est qu'on va raconter en fait avec de l'image et du son. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que si vous êtes privilégié, que vous êtes dans le stade à assister à un match de foot, bon c'est bien, il y a des gens qui sont là in situ, mais la plupart des gens au final vont avoir un rapport à ce spectacle qui est certes en direct, en live, mais dans leur salon ou dans un bar. C'est-à-dire que la narration par l'image et par le son est très importante. Comment on capte le son, comment on filme, qu'est-ce qu'on décide sur quoi on zoome, sur quel point les commentateurs, commentatrices vont peut-être mettre l'accent, etc. Et ce qui fait que de toute façon, ce que nous on va voir en tant que spectateurs, c'est quelque chose qui est déjà pensé comme une production audiovisuelle. Et donc, d'une certaine manière, en fait, la convergence est assez logique si on la voit de ce point-là. En fait, c'est une production individuelle, on ne peut pas, et c'est une vraie problématique. Beaucoup d'évolutions de ces 40 dernières années dans le sport ont été dues notamment à la télévision. Alors ce sont des petits points mineurs, mais globalement ça a concerné, alors je pense au tennis, une fois de plus, le ping-pong. On a changé le diamètre, la couleur et le poids des balles, parce que simplement c'était plus facile à capter pour la caméra. Avant, les balles de tennis étaient blanches, on a dit oui, mais le blanc c'est très compliqué, on va mettre du jaune, parce que le jaune ça se voit mieux. Donc on a pensé à la visibilité, parce qu'on a bien conscience que c'est un spectacle qui est principalement consommé via un écran, télé, smartphone maintenant, etc. Donc il faut que ce soit lisible, et au ping-pong c'était pareil, jaune. On a augmenté le poids pour diminuer la vitesse des échanges, parce que le ping-pong des années 70-80 ça va beaucoup trop vite, donc on a ralenti le jeu pour que ce soit lisible. Et en parlant de lisibilité, et pourquoi on est là aussi aujourd'hui, eh bien c'est pour justement vous aider à mieux comprendre le speedrun, parce que s'il y a bien une pratique qui est difficile si vous n'êtes pas initié, même pas au speedrun, mais au jeu qu'on va regarder ensemble, ça peut vous paraître vraiment très étrange. Et donc c'est pour ça qu'on va pas tarder. Tu as une petite conclusion? Non, j'avais encore plein de points, mais c'est pas grave de pas tout aborder, ça sert juste à stimuler. L'idée en fait de cette intervention, c'était d'interconnecter sport, e-sport, speedrun, voir les critères, les convergences, les divergences, mettre ça en dialectique avec les séries et le cinéma, minutes, si tu veux, pour essayer de comprendre en fait en quoi il y a des points même de ressemblance entre des choses que par ailleurs, a priori, on pense être très très différentes. On va, Est-ce qu'on prend vite fait une question éventuellement Oui, si vous avez une question, une remarque. Après, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Désolé, c'est vrai qu'on a sollicité un bénévole, mais c'est vrai que le temps est passé très très vite. Donc s'il y a des gens qui veulent lever la main, normalement il y a possibilité de vous amener un micro. Donc si vous avez une remarque sur cette présentation nécessairement incomplète. Qui parmi vous considère faire de l'e-sport? Est-ce qu'il y en a? Qui parmi vous joue à des jeux où il y a de l'e-sport dessus? C'est marrant. Donc vous êtes vraiment en mode loisir. Bon, loisir, je pense que vous crisez de temps en temps quand vous avez des partenaires qui sont nuls.
Mais ok. Et vous ne voyez pas du tout comme e-sportif. Très bien. Donc on voit bien qu'il y a quand même la professionnalisation, c'est important. Hein. C'est une vraie question, et pour le coup, en théorie, sur le jeu, c'est une question de la professionnalisation qui a intéressé, parce qu'en théorie, notamment le jeu, pas le sport, est censé être une activité futile, c'est une parenthèse, c'est pas censé avoir des incidences sur la réalité matérielle, le monde du travail. Or, en fait, quand il commence à y avoir en fait des enjeux financiers, des salaires, en fait, techniquement, on est dans la sphère du travail. Donc, en fait, c'était toute une question d'un point de vue, les sociologues, ça les a beaucoup intéressés, parce que le sport professionnel, parce que le sport était décrit comme jeu sportif, d'un point de vue formel, c'est assez cohérent, mais le sport professionnel pose de grosses questions parce qu'on est sur une espèce de zone grise, en fait, où à la fois c'est un jeu et à la fois ça n'en est pas, parce que c'est vraiment un travail. Et donc ça a beaucoup intéressé les sociologues. Donc s'il nous reste quelques minutes, ça tombe bien. Écoute, on va peut-être y aller, parce que j'aimerais bien vous présenter un petit peu notre runner, et puis... C'est parti. Voilà. Donc vous allez avoir le droit, et je voudrais voir, à la technique, on est bon pour nous afficher un timer dans pas trop longtemps, sur l'écran ? Juste pour savoir si ça peut fonctionner, parce qu'on va avoir besoin, et c'est ça justement un petit peu dans la formalité. Regardez, on a un timer à l'écran supplémentaire, ça va être super, pour pouvoir, parce que c'est important quand on mesure le temps, vu que son but c'est d'aller finir le jeu le plus vite possible. On va donc jouer un jeu qui s'appelle Sonic Adventure DX, qui est sorti en 1998 à l'origine sur Dreamcast, et qui est maintenant en fait... alors il y a eu un portage sur GameCube, parce que c'est la version Director's Cut, c'est ça, DX. Et là, on va jouer en fait à la version PC. Alors, pas la version Steam parce qu'elle est dégueulasse. Il ne faut pas jouer à ça. Mais c'est la version CD, mais qui est en fait pas sur un CD, parce que de nos jours, les CD, c'est un peu compliqué. Donc, on a faussement un CD dans la machine. Qui sait ce que c'est qu'un CD ? Non, ça va, je pense que vous voyez encore quoi ça... Il y a vraiment des si jeunes que ça qui n'ont jamais eu le moindre support physique pour du digital. Son but aujourd'hui, alors vous pouvez déjà, je vais vous le présenter, il s'appelle Nixer, vous pouvez l'applaudir. C'est donc c'est un Français qui a la chance de détenir le record du monde sur cette catégorie qu'on va vous présenter de Sonic Adventure, donc où il va jouer Sonic dans la catégorie ENI%, et ça aussi on va devoir vous expliquer ce que ça veut dire. Il a pour but aujourd'hui, vu qu'on est dans une exhibition, de vous proposer, dans l'idéal, un temps inférieur à 33 minutes. Parce que la différence entre un record du monde qu'on va faire une fois et ce qu'on va essayer de présenter ici, c'est beaucoup plus compliqué. En dehors du fait d'être sur scène, de ne pas être sur son setup personnel, vous n'allez pas tout le temps exécuter le record du monde dans un speedrun. 33 minutes, ça te paraît ambitieux ou pas, Nixer ? Ça va ? Ouais, ça va, ça me paraît achevable. Parce que là, c'est des conditions quand même assez difficiles, quoi. Je suis pas mal en stress. Donc forcément, atteindre un temps record, c'est quasiment impossible. Mais voilà, je vais faire le maximum, et puis voilà. Rappelle-moi ton record du monde. 27-18. 27-19, donc 27 minutes, pardon. 19 secondes pour finir le jeu. Vous allez voir, ça va être extrêmement impressionnant. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous paraître anormales, et c'est normal. Mais normalement, ça devrait bien se passer en moins de 33 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, sachant que ce temps indiqué, c'est le temps RTA, 27, l'ancien c'était 27-20, 27-19. Eux utilisent le temps in-game time qui se trouve dans ce jeu en fait est à 28-37. Parce qu'en fait, là, on ne va pas l'utiliser pour le coup. Mais j'explique au moins que là, on aura forcément du temps réel sur le chronomètre, mais la communauté de ce jeu se classe normalement avec l'in-game time pour plus de justice, parce que si on a un PC qui tourne mieux, on est sur une génération de jeux qui est sensible aux performances du PC, et alors, ça serait injuste. Est-ce que vous voyez la différence entre le in-game time et le RTA ? C'est pas sûr. Si, ça va. Donc il y a le temps chronométré par le jeu et le temps réel que vous mettez. Et donc là, aujourd'hui, on ne va pas chronométrer à l'intérieur du jeu, on va chronométrer en temps réel. Donc je vous ai donné le temps réel et pas le temps chronométré dans le jeu. Eh bien, on va pouvoir lancer ça. Est-ce que tout le monde est prêt ? À la technique, ça va ? Pour lancer le timer ? Vous êtes chaud ? Vous allez nous aider parce qu'on va décompter tous ensemble. Est-ce que j'ai un go de nos collègues ? C'est bon ? Ok, super. Eh bien, on va compter. Vous êtes prêts ? 3, 2... Attends, il a son menu. Attends, t'es pas prêt. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, tu rechanges de sauvegarde, pardon. Ah oui, il faut toujours partir d'une sauvegarde qui est vierge. Évidemment. Voilà, sinon ce serait abusé. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le son du jeu un petit peu aussi ? Ce serait bien pour tout le monde, mais... Oui, mais en fait, il faut qu'il garde dans le casque. Soit sur le casque, soit c'est dans la sauvegarde.
Bon ben, on va s'en passer, on fera les bruitages. On n'aura pas le son du jeu. Bon, il en a besoin. C'est pas grave. On va se reposer en fait, parce que mine de rien, c'est une run de toute façon qui est suffisamment visuelle. Vous allez le voir. Alors, qui a fait d'ailleurs ce jeu ? D'accord, ok. Donc, ok, ça règle le débat Sonic Mario, je crois. Donc effectivement, alors moi c'est un jeu du coup que je n'avais pas du tout fait à l'époque. Alors c'est un jeu un peu particulier. Sonic au début. On est en train de négocier pour qu'il vous envoie le son dans l'HDMI, hein. Désolé. Alors pendant ce temps-là, je vous présente brièvement le jeu. Vas-y. Globalement, ce qui se passe, c'est que Sonic, c'est un personnage qui est un personnage de Sega qui officie d'abord en 2D sur les premières consoles Sega, la Master System, la Mega Drive, la Game Gear, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD, etc. Donc des jeux de plateforme. On a du son. On a le son du jeu qui est là. Donc tu vas jouer avec le retour des enceintes, c'est pas grave, il sera pas au casque. Donc, de toute façon, tu l'utilises pas le son, t'as pas besoin. Ça va. Donc c'est d'abord un personnage qui s'illustre. Ah oui, là on a le son du jeu là. Ah oui, parce que Sonic quand même ça bouge un peu quoi. Est-ce que tout le monde est prêt là? C'est bon le timer? Vous êtes chaud pour regarder le... Ok, super. Mixture. Nickel. C'est bon. Ah non, on ne dit pas sortir. Oh là, attendez, on va même avoir un retour spécialement pour toi. Moins de délai, plus de confort et pour vous et pour nous. Non, quand même, on n'aurait pas eu la musique et les fantastiques bruitages de ce jeu, vous allez voir. Donc préparez-vous, 33 minutes, Sonic Adventure DX. Alors, petite particularité, c'est un jeu, vous le voyez, où on peut choisir différents personnages. Il y avait plusieurs manières de faire chaque niveau. Vous pouvez choisir un personnage et le faire. Là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est uniquement Sonic, qui est sûrement le plus... déjà compétitif et le plus rapide parce que c'est là où on court très très vite. Les autres personnages seront en plus peut-être dans l'exploration. C'est assez rigolo ce qu'ils ont voulu faire. Mais là, vous allez voir qu'avec Sonic, ça va être très très cool. Tout le monde est prêt, c'est bon? Ok. Chaud. 3, 2, 1, go! C'est parti! Alors on rappelle, 80%, ça veut dire qu'on va au bout du jeu. C'est le seul objectif, on va pas particulièrement chercher à sauver tout le monde, tout collectionner, c'est terminer le jeu. C'est du jargon, ça vient de Super Metroid dans les années 90. Et maintenant, dans tous les jeux, on utilise 80% pour dire simplement aller au bout du jeu. Le plus vite possible. Donc alors, c'est un jeu qui démarre par un boss. Il n'y a pas de niveau, tu commences par un boss, c'est assez original. Et vous allez le voir, en fait, il a calibré l'intégralité de ses mouvements pour manipuler le comportement du boss et le tuer extrêmement vite. Vous voyez, moins de 30 secondes, le boss est déjà fait volatiliser. Alors, il n'est pas très dur, on est vraiment un peu dans une phase encore tutoriel du jeu. Et en fait, on se rend dans cette ville un petit peu particulière dans laquelle on peut évoluer. Et c'est à l'intérieur de cette ville qu'on va changer de niveau. Et on se retrouve ici, donc dans le premier niveau du jeu, avec déjà des choses que ça va vous paraître surprenant. Il ne prend pas la route normale. Hein. Premier séquence break, on est censé avoir une séquence avec un orc. Et là, il a fait en sorte de le toucher ici pour enlever toute la séquence avec l'orc. Et comme vous le voyez, en fait, c'est un Sonic dans lequel il y a le spin dash. Vous vous accroupissez, vous prenez une grande accélération. Et il se trouve qu'il y a plusieurs boutons nativement pour faire des spin dash. Et avec, du coup, en spammant et un bon timing, on peut atteindre une vitesse folle et faire en sorte que les pentes soient des tremplins, sauter haut et péter les niveaux. Voilà, et vous allez le voir faire beaucoup de spin dash hein, tout au long de cette run. Et utiliser, en fait, des petites pentes le long du niveau pour réussir à se projeter. Alors là, par exemple, il a évité le looping, parce que le looping, ça fait perdre du temps. Et on le voit vraiment très intelligemment mâcher les boutons. Donc en fait, il a 2 boutons pour déclencher le spin dash. Il n'en mâche pas un. Il joue avec les 2 pour aller plus vite en spin dash. Donc là, on est à Emerald Coast. Ensuite, on va aller... Ça, c'est un truc, si vous avez joué au jeu qui va vous surprendre, c'est qu'on va aller à Casinopolis assez vite. Normalement, vous ne pouvez pas rentrer ici. Hein, vous devez accéder... voilà. Et en fait, là, ça va tellement vite, c'est terrible. Il passe à travers les murs, hein. Là vous le voyez parfaitement, c'est ce qu'on appelle un OOB ou Out of Bounds, donc en dehors des limites du jeu. Et il se dirige en dehors des limites du jeu directement à la fin du niveau. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide hein, que de s'ennuyer à les faire au complet. Il a même trouvé la Chaos Emerald, il n'a même pas récupéré le moindre point. Et ça c'est une route relativement récente hein, par rapport à l'âge du jeu. Qui permet en fait de gagner un petit peu de temps, ça nous évite de faire des allers-retours dans ce hub qui permet d'aller de niveau en niveau.
Dans le jeu vidéo, souvent en speedrun, il y a ce qu'on appelle le routing. Dans quel ordre va-t-on faire les différents éléments du jeu? Et l'idée, c'est vraiment d'éviter ce qu'on appelle le backtracking, les allers-retours. Normalement, il fallait un power-up qu'on a un petit peu plus tard pour rentrer. Voilà, et là, deuxième boss du jeu, qui n'est pas extrêmement difficile non plus, hein, qui a un comportement relativement similaire. Et vous allez le voir utiliser une technique assez incroyable. Hein. Des fois, les boss, vous savez, ils clignotent, ils ont des frames d'invulnérabilité, il ne peut pas les toucher. Et lui, en fait, il n'en a pas assez. Ce qui fait que quand il nous attaque, on peut vraiment lui mettre énormément de dégâts d'un seul coup. Par contre, il attaque pas très souvent. Normalement, il aurait pu l'avoir en un seul cycle. Donc au moment où il l'attaquait la première fois, il aurait pu le tuer. Je pense qu'il ne doit pas vraiment lui manquer beaucoup de coups pour mourir. Et il faut qu'il se décide, voilà, c'est bon, voilà, il lui manquait un coup. C'est vraiment pas de chance. C'est un petit peu la hantise des speedrunners, les boss, c'est que s'ils ont des phases d'invulnérabilité, si on doit attendre un cycle supplémentaire, ces petites frames qu'on perd, parce que déjà on a raté un hit, on va devoir attendre plusieurs secondes avant d'avoir une nouvelle chance pour toucher le boss. Donc là, vous l'avez vu récupérer une clé qui lui permet justement d'aller débloquer des niveaux. Elles sont disséminées dans ce monde ouvert. Et donc après, en les donnant à ces petites stèles, il permet d'activer le niveau. Et nous voilà dans un niveau aussi très aérien, vous allez voir, avec beaucoup de trous dans les murs. Pourquoi s'ennuyer une fois de plus? Alors le jeu vraiment n'est pas tant troué que ça. Hein. Ça a demandé beaucoup de temps aux speedrunners de trouver toutes ces petites stratégies qui leur permettent de couper le niveau, quoi. Alors il faut savoir pourquoi on dit des trous pour aller vite, mais il y a plusieurs explications. Première explication, c'est que des fois, ce qu'on appelle le level building, quand on construit les différents niveaux, c'est simplement qu'on se dit, les gens ne sont pas censés arriver là, donc on va juste mettre des graphismes, mais on va pas donner de réalité physique au mur. Regardez bien ici, vous allez voir, plutôt que de faire tout le niveau qui est très long, hein, on fait pas mal de choses, pourquoi ne simplement pas tomber avec intelligence au bon endroit? Ah, il l'a raté parce que... Alors ça, c'est intéressant en fait qu'il l'ait raté. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de cette chute, il doit passer des checkpoints invisibles. Et si jamais il le rate, eh ben en fait, il va y avoir ce qu'on appelle un void. Il va tomber dans le néant et être ramené de là où il est tombé. C'est pas vraiment une mort. Et donc là, vous voyez, là, il a réussi. Donc il y a un setup très précis en fonction de la forme des nuages. En se servant de ce fond un petit peu moche, eh bien, il arrive à savoir exactement où il est. Et on voit un petit peu le niveau s'afficher à droite. Et là, c'est la fin. Allez, on est bon. Il va tomber directement sur le truc, bravo, félicitations, en 2 fois, mais ça s'est bien passé. Vous pouvez l'applaudir, c'est pas évident de se repérer sans avoir aucune information visuelle. Comme vous l'aurez remarqué, dans Sonic, il n'y a pas de dégâts de chute, il n'y a pas de gravité. Par contre, comme indiqué tout à l'heure, il peut arriver qu'une chute soit mortelle, c'est parce qu'il y a une deathbox, les gens vont dire attention, il tombe ici, il n'y a pas le droit. Mais il se trouve qu'à chaque fois, il fait en sorte de les éviter aussi, et donc de ne pas crever. Donc le retour dans la ville, pour aller bien sûr une fois de plus chercher un nouveau niveau, en passant par les traditionnels égouts, hein, ça fait partie des traditions, et on récupère les chaussures qui vont nous permettre de dasher quand on est en l'air. Vous allez le voir abuser complètement de cette technique en permanence. Maintenant, quand il est en l'air, il peut vraiment dasher et faire un petit, ce qu'on appelle un genre de hover, c'est-à-dire voler un petit peu quand il est en l'air. Et ça va être extrêmement pratique. La deuxième gemme pour aller activer le casino, où il est déjà allé, donc ça ne va pas être nécessaire. Et voici notre ami, notre fidèle compagnon Tails, qui va pas être très présent, on va pas se mentir. Donc vous allez encore voir, il va passer à travers de nombreux murs. On a vu que des fois, ils n'ont pas de réalité physique. Ça peut être aussi parfois, comme il va très très vite, des fois, ça peut arriver que le mur, il n'ait pas nécessairement le temps en fait de calculer la collision. Et donc du coup... Là, vous l'avez bien vu, hein, l'angle diagonal. C'est très violent. Le saut pour traverser tout le niveau. Ah, il a réussi à s'accrocher à l'échelle et à déclencher la suite du niveau. Et là, donc, on est à Ice Cap. Et normalement, si vous vous rappelez, vous avez déjà joué à Sonic, c'est les phases de snowboard. Sauf que les phases de snowboard, comment dire, c'est un peu comme un auto-scroller. C'est-à-dire que vous êtes parti sur le snowboard et vous faites le niveau normalement. Mais si vous êtes un joueur talentueux, vous n'avez pas envie de faire le snowboard. Vous avez envie de tomber quelques minutes. Peut-être pas 1 minute, mais un certain temps. Et pareil, c'est un petit peu comme ce que vous avez pu voir tout à l'heure. C'est extrêmement précis. Et là, il a encore un peu moins d'informations pour se diriger. Mais normalement, je pense qu'il devrait trouver au fur et à mesure la route. Alors, tout ça se passe à travers des setups. Vous allez vous mettre dans une position que vous connaissez. Là, on ne vous en a pas parlé non plus, mais il utilise beaucoup les fonctionnalités de la caméra. La caméra peut être en auto ou en free. Et en mettant la caméra avec free et en la bloquant, en général en utilisant simultanément R et L, il lui permet de bloquer la caméra. C'est ça qui lui permet d'être extrêmement précis et de tomber où il le souhaite. Et là, il est juste à la fin du niveau. Il a
quelques encablures du niveau. Il aurait pu tomber tout au bout. Mais voilà, il est presque arrivé. Voilà, c'est la fin du niveau. Il n'a pas eu besoin du snowboard. Bravo. C'était... Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Très beau skip réalisé par Nixer. Mais c'est vrai que c'est très important, notamment si vous désirez apprendre le speedrun. Souvent, il y a énormément de didacticiels sur chaque jeu pour apprendre ce dont parlait Rilmiop, les setups, c'est-à-dire les repères visuels, les repères sonores, pour savoir comment se positionner pour passer à travers un mur, par exemple. Donc là, il nous le refait parce qu'effectivement, il a eu une petite chute. On est sur des niveaux très difficiles. Voilà, il veut éteindre ça. Voilà, c'est bon, il a réussi à repartir. On est toujours à fond dans les spin dash. Toujours un trou, il n'y a pas de problème. Et on va aller péter un nouveau boss qui est Knuckle. Alors comment vous dire? Il faut le toucher 3 fois. Le seul truc qui est un tout petit peu difficile ici, c'est de le taper le plus tôt possible quand il arrête de clignoter. Quand ses frames d'invulnérabilité s'arrêtent, il est très facile. Alors, par contre, on arrive à... un boss un peu embêtant. Un boss un peu embêtant, ça arrive en speedrun. Vous êtes sur un boss qui est pas dur, mais qui est long. Et en fait, pour un speedrunner, c'est quand même assez ennuyeux parce que, eh bien, il faut rester concentré quand on est dans une phase un peu ennuyante. Alors moi, s'il y a des développeurs, développeuses dans la salle, c'est vraiment réfléchissez, ça ne concerne pas que les speedrunners, mais globalement, les phases d'invulnérabilité trop longues, ça peut être marrant la première fois, mais c'est quelque chose qui est assez déplaisant en termes de replay value, c'est assez irritant, donc voilà, il faut plutôt essayer d'éviter quand on peut. Petit conseil pour les game de game designers design. Alors on est en 98, hein, c'est les premiers exercices de Sonic en 3D véritablement. Donc on est aussi en train d'apprendre à l'époque tout simplement à fabriquer des jeux. Et là, bon, c'est pas la phase la plus passionnante de l'univers. Il faut que le boss l'attaque 3 fois pour qu'il puisse se toucher. Si vous voulez un petit peu d'histoire, en fait, ce vilain ennemi cherche les Chaos Emerauds du monde. Et pas de chance, c'est nous qui lui les donnons, parce qu'on est un peu débiles. Donc le premier, c'est le même boss que le début, hein, le tout premier que vous avez pu voir, sauf que là, vous avez vu, il a mangé 3 Chaos Emerauds, il est un petit peu plus fort. Bon, il n'est pas extrêmement fort, mais c'est nous qui lui avons donné les armes pour se battre, parce qu'on transporte nous-mêmes des Chaos Emerauds. C'est un peu comme les Dragon Ball, si vous voulez. On les récupère, et quand tu en as 7, tu es extrêmement fort. Là, ça marche vraiment de la même mécanique. Bon, il va décider à mourir, ce boss, Nixer. Non, il veut pas. C'est vraiment terrible. Quand on vous dit que c'est une phase un peu fastidieuse, voilà, là, on y est. On va pouvoir enchaîner, on va pouvoir retourner, courir vite. 9,57 pour vous donner, dans son record du monde, il split, donc il appuie sur le chronomètre, le temps de passage est à 9,20. Donc on a 30 secondes de retard, 40 secondes de retard par rapport au record du monde. Ça va vite, hein. Et une autre phase passionnante, qui sont les phases d'avion. Donc on voit un petit peu Tail, hein, qui est en avion. Et le problème de ces phases, en fait, c'est qu'elles ne servent à rien. Et on ne peut pas gagner du temps, on est dans ce qu'on appelle un auto-scroller. Le jeu va avancer de lui-même, que vous fassiez quelque chose ou non. Et donc voilà, ce qu'ont tendance à faire les speedrunners quand... bon là, il va peut-être tout faire un petit peu le show, mais en vrai, ça ne sert à rien. C'est de se mettre dans un coin et d'attendre. Et je crois qu'on a quand même quasiment 2 minutes 30 de vol. C'est vrai que ce sont des phases de gameplay qui ont quasiment disparu dans le jeu vidéo contemporain. Cependant, quand on fait du Twitch, parce qu'une grosse partie du speedrun maintenant se passe directement en streamant sur Twitch ou ailleurs ses entraînements en live, c'est le moment où on peut parler avec le chat. Effectivement, et c'est là où on peut parler aussi avec vous et parler un petit peu de Sonic, hein, cette licence de Yuji Naka, démarrée en 1991. Sur Mega Drive, hein, principalement, avec Sonic 1 que vous retrouverez cet après-midi normalement, qui sera aussi rené par le recordman du monde juste après Mario Odyssey. Alors, on a un autre joueur sur scène, mais il s'entraîne en fait pour Mario Odyssey que vous aurez tout à l'heure. Et c'est une licence, hein, bien sûr, qui a quand même marqué l'histoire du jeu vidéo et qui est aussi encore très appréciée dans le milieu du speedrun. C'est pour ça que c'est des communautés relativement actives. Un si petit point, il faut savoir que pour ce jeu, si vous faites du speedrun, il y a plusieurs routes et notamment deux. Ah oui, une route qu'on appelle la TAS route, TAS pour Tool Assisted Speedrun, donc speedrun réalisé à l'aide d'outils, qui avant était beaucoup plus rapide, et l'autre route qui est appelée la linear route, donc la route linéaire qui suit strictement ce que le jeu nous dit de faire. Et il me disait tout à l'heure que contrairement à il y a quelques années, maintenant entre la TAS route et la linear route, il n'y a plus qu'une seconde de différence, et c'est plutôt un choix personnel. Autant faire en speedrun ce qu'on sait faire, on va pas improviser l'autre route. Lui, il a appris la TAS route, donc il l'a fait, et il a choisi cette route, même pas nécessairement parce qu'elle est une seconde plus rapide. Sur 30 minutes,
c'est trop peu, c'est parce qu'en fait elle est beaucoup plus spectaculaire, ça permet de montrer tout un tas de glitches et de techniques émergentes et de cuts. Quand on est allé à Casino Night sans passer par le fait d'avoir les speed boosts, les chaussures, c'est ça en fait la tasse route. C'est qu'il n'a pas pris le niveau qui était normal, c'était pas le niveau suivant. Donc il a fait plus rapidement. Mais effectivement, maintenant, on s'est aperçu que les écarts étaient très faibles, même si je crois les 3 premiers mondiaux sont sur cette route-là. On n'est pas sur la route linéaire, mais c'est plus une histoire de niveau que de différence de temps. Voilà. Et un petit point de structure aussi, du coup, ce jeu, bien qu'étant un open world, est un open world à l'ancienne, c'est-à-dire beaucoup plus pensé comme vraiment des niveaux et un hub. On n'est pas, c'est Breath of the Wild, c'est quand même 15-20 ans après, donc évidemment, ce sont les balbutiements de l'open world. Et c'est un jeu assez linéaire quand même, bien que ce soit un open world, parce qu'il est très... C'est pour ça, moi j'en parle comme un hub. Il est très guidé par l'histoire, dans le jargon il est story-driven, c'est-à-dire qu'on nous dit va là, ça déclenche une cinématique pour faire avancer l'histoire. Alors, on va reprendre un petit peu sur cette phase qui pourrait être ennuyante, mais qui ne l'est pas, vous allez voir. Alors déjà, vous l'avez vu, il a démarré en marche arrière, il faut savoir que c'est la façon la plus rapide de se lancer sur le circuit, et on est automatiquement inversé. Oh là là, il nous fait, ça y est, les sorties de piste. Il a pas mal de pièces, ça c'est intéressant, parce que le nombre de pièces que vous avez d'entre cartes détermine votre vitesse. Et en avoir 82, c'est pas mal. Prendre les boosts au sol, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément le best. Et voilà, il en a 99, il va pouvoir aller à la vitesse maximale de son kart et essayer de quitter la route au maximum, tomber sur les boosts, ça c'est une bonne nouvelle. Et essayer d'aller le plus rapidement à la fin du niveau. Et il va faire quelque chose ici aussi d'assez intéressant quand il va arriver au bout. Vous allez voir qu'il va quitter son kart et essayer de ne pas tomber normalement. Normalement, quand on arrive au bout, il y a un truc qui vous arrête et vous allez sauter dans le trou. Il va s'arrêter ici, tomber en boule pour pouvoir ne pas prendre ces montagnes russes et directement tomber ici et pouvoir faire des sauts en diagonale extrêmement difficiles. C'est un moment compliqué de la run. Et oui, c'est passé, vous pouvez l'applaudir du premier coup. Félicitations. La très go skip, de ne pas prendre bien sûr Alors, vous avez des solutions de secours, ce qu'on appelle les backups, si jamais vous tombez quand même à l'intérieur de la montagne russe. Mais là, il l'a réussi parfaitement et c'est un moment assez tendu. Mais ça, c'est vrai que c'est très classique en speedrun quand vous allez runner, c'est si vous échouez, est-ce que vous allez réessayer ou alors est-ce que vous allez faire autre chose et pareil, improviser. Normalement, on ne devait pas rentrer ici comme ça. Il est rentré en utilisant un OOB et en allant chercher donc, le trigger du niveau derrière la porte. Voilà, il est passé à travers. Là, on est sur un là, on est sur un niveau incroyable. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, on a mentionné qu'il y avait des fois des éléments de décor qui n'étaient que des éléments de décor sans mur physique. Et bientôt, on va avoir l'exemple en fait de bâtiments qui existent vraiment, qui sont concrets, qui sont très loin de la route, et ça va nous servir en fait à faire des trajectoires assez étonnantes. Et là, vous avez vu, bien sûr, cet élément de mise en scène incroyable, très mis en avant à l'époque, avec cette chute phénoménale de Sonic le long du bâtiment. Et vous allez voir qu'avec un placement, en fait, il y a une position, ce qu'on appelle un safe spot, qui lui permet en fait de ne pas bouger, de se mettre sur le côté. Là, on est vraiment dans un endroit un peu particulier, mais vous allez voir que tout est millimétré pour pouvoir enchaîner le plus rapidement possible. Voilà, sortir du niveau. Et là, utiliser une fois de plus, ça c'est anormal. À chaque fois que vous le voyez faire un saut comme ça en diagonale, en partant d'une surface un petit peu penchée, vraiment, c'est qu'il va faire un saut qui n'est pas vraiment prévu dans la route normale du jeu. En fait, déjà, le fait de déclencher son spin dash très rapidement et de réussir après à conserver son élan, on voit bien que c'est vraiment la technique principale de ce speedrun et qui permet des cuts audacieux, parce qu'il faut vraiment le faire très vite. Vous n'y arriverez pas du premier coup, mais si vous voulez faire le speedrun, les premiers trucs sur lesquels il faut s'entraîner, c'est déclencher les spin dash, conserver l'élan, c'est primordial. Et là, il est un peu encore en train de faire n'importe quoi. On voit donc les problèmes, bien sûr, du boss qui décide d'enlever notre petite amie, qui s'appelle Annie. Et là, on continue les spin dash à travers les niveaux pour aller chercher activer un nouveau niveau, un nouveau pouvoir aussi. On est reparti. Alors, et là, on ne peut pas passer sans casser cette caisse. C'est impossible. Ils ont cherché plein de solutions pour éviter d'avoir à passer là. Il y a plein de trous dans le jeu, mais là, il n'y en a pas pour l'instant. Le power-up que l'on vient d'obtenir, il va surtout servir à faire des dégâts un petit peu plus tard. Faire plus de dégâts avec son spin dash. Et là, pareil, toujours des sauts. Le but étant... Alors, changement de caméra. Quand vous l'avez vu faire pause, vous l'avez vu passer de caméra auto à caméra free. C'est ça que vous avez pu voir de temps en temps quand vraiment il fait des micro-pauses. C'est vraiment pour soit
setup quelque chose en utilisant la caméra en mode free, donc c'est lui qui règle la caméra, soit pour remettre la caméra en auto, parce que des fois, vous ne voyez rien de ce que vous faites quand vous êtes en free. Et ça sert à avoir un angle particulier pour justement se préparer un tout à petit peu faire trop tôt. Oh, il a été un ambitieux petit là. cut. Un peu ambitieux, il va aller sur le côté. Il prend des rings en fait Regardez parce que... bien, hop là, ce saut il n'est pas du tout c'est normal. bon. Ça passe, oui, jusqu'en haut du niveau. Attention les flammes, très très bon setup sur les flammes et on arrive à la fin. Félicitations, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc vous l'avez vu, hein, il a fait pencher la plateforme dans la lave et en utilisant justement le petit angle que lui donnait la plateforme, il a pu faire ce spin dash qui l'envoie vraiment à l'autre bout du niveau. Et une nouvelle phase passionnante. Non là c'est... On va en profiter pour faire une petite interview, je sais qu'il sera ravi. C'est un bruitage du jeu. Comment ce ça truc se passe super pour aigu. l'instant Ça me pète les tympans. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai réussi à faire la plupart des skips que je voulais faire. Donc j'ai fait quelques fails, mais ça va. Et, à Chuckle Park, j'ai réussi à faire tous les skips que je voulais, passer à travers les barrières, se sauter dans le vide. Donc ouais, pour l'instant, ça se passe très bien. Merci, bon super. En tout Là, cas, alors si tu veux ton timer, tu es à 18h30 là. Je sais pas où on en est, mais on est à quoi, une minute du record du monde, quelque chose comme ça? Alors en tout cas à la Oh, fin... on va peut-être faire sub 30. C'est possible encore. Ben, on va arriver à Skydeck. Effectivement, je crois que mes splits, je les ai mis quand c'est terminé. Là, on va C'était corriger sur les 20-22 niveaux, hein. 20-22 quand c'était terminé Sky Chase 2. Ouais. Donc on verra. Quoi qu'il en soit, quelques éléments biographiques, j'ai discuté avec lui tout à l'heure, ce matin, et ça a été le premier jeu qu'il a runné à fond, et il est intéressant de noter que, comme beaucoup de gens qui ont commencé le speedrun, c'est-à-dire c'est vraiment très majoritaire pour les gens qui commencent cette activité, c'est un conseil que je vous donnerai d'ailleurs, commencez par un jeu du cœur, un jeu de l'enfance, parce que des fois on a des émotions particulières, on a un feeling particulier par rapport à un univers et ou un gameplay, et ça donne envie de s'investir un petit peu, de trouver des itinéraires émergents, de rejouer à ça. Il a commencé donc à jouer, il a rejoué, je sais plus, c'est en 2017-2018, il a commencé à y jouer sérieusement. On rappelle, c'est un jeu qui est sorti, il y a joué en 2003 je crois, il m'a dit, si ma mémoire est bonne. Possible, ouais. Et donc il a commencé à travailler sa volonté. C'est un jeu qui est très, bien que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, un monde ouvert, c'est un jeu qui est très décomposé par niveau, et donc il s'est dans un premier temps focalisé sur, il s'est exercé sur les niveaux individuels pour faire des temps très très forts. Et au bout d'un moment, les gens lui ont dit, mais tu commences à avoir des temps très très solides sur les niveaux individuels, pourquoi tu ne ferais pas le speedrun? Et donc c'est-à-dire faire des runs entières pour terminer le jeu le plus vite possible. Et petit à petit, il s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Il a regardé ce que les gens de l'époque faisaient, il a appris les techniques, et au bout d'un moment, après de longues heures et journées et mois et années de travail, il a pris le record du coup. Alors, je lui ai posé une petite question, je lui ai demandé de combien d'heures de jeu il avait. Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'heures qu'il a passé sur Sonic? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut aimer le jeu que vous allez speedrunner. Combien? 1200, 3000, 10 000, quand même. Il me dit, alors les estimations sont larges, on est entre 3 et 5 000 heures de jeu. Alors, on voudrait pas non plus vous effrayer, parce que ça peut arriver des fois, on peut arriver à faire des speedruns avec une quantité d'heures bien moins importante, parce qu'en fait il y a plusieurs manières d'apprendre le speedrun. Il y a la manière longue, mais en fait il faut surtout voir quelle manière vous convient. Si par exemple vous aimez beaucoup jouer au jeu pour progresser tranquillement et vous voulez pas nécessairement apprendre de manière laborieuse toutes les techniques, vous jouez, vous progressez tranquillement, ça c'est la manière longue. Mais si vous jouez sur un jeu par exemple qui est déjà bien speedrunné, qui est bien institué, vous trouverez des didacticiels, des gens sur Discord pour vous aider, etc. Et des fois en 50 heures déjà on peut avoir un niveau tout à fait décent. Et après évidemment il faudra compter quand même en centaines d'heures, mais on n'a pas besoin des fois de milliers d'heures. En quelques centaines d'heures, si on arrive sur un jeu qui a déjà une communauté, on peut tout à fait apprendre et faire des temps stupéfiants. Et ça dépend de votre ambition. Là il est parti pour avoir le record du monde et forcément les autres joueurs y passent aussi beaucoup de temps. On est reparti à l'intérieur du jeu. La petite skip vraiment pour gagner quelques frames en sautant directement un peu plus haut sur l'échelle. On va donc aussi une fois de plus essayer de couper un maximum le niveau en faisant des sauts un petit peu imprévus.
Et après, le truc ici, c'est que vous le voyez, on est vraiment dans le vide. On est sur ce vaisseau volant, mécanico-industriel. On n'a pas du tout envie d'y rester, mais on n'a pas le choix et on va se diriger tranquillement vers la fin du jeu. Niveau assez dangereux, il y a quand même un certain nombre de trous, tout ça, Ça, donc il par faut être exemple, très vigilant. c'est pas vraiment normal. On passe bien sur le côté. Ok, ça passe. On récupère toujours ces petites fusées qui nous emmènent de tranche de niveau en tranche de niveau. C'est marrant parce que comme il passe son temps en spin dash, on a plus l'impression d'assister à un super Monkey Ball en mode aventure, en mode histoire. Là aussi, il a quand même fait un saut assez incroyable qui lui a permis d'aller déclencher la fin du niveau. Normalement, il y avait des genres d'énigmes et des trucs à aller faire. Il est directement allé à la fin, appuyer sur le petit container à animaux. Voilà, donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, on était à 22,50 environ. Ouais, c'est ça. Pour le boss, pour Gamma, ici présent. Voilà. Et ben on va regarder, normalement c'est à 22,26 sur son record qui le tue. C'est un point assez clair. Un boss extrêmement impressionnant. On a moins d'une minute de retard. Ça n'a pas retard. duré très longtemps. Moins d'une minute de retard sur le record du monde par rapport au split que j'aime. Incroyable. Non, vraiment très belle performance aujourd'hui. Regardez bien, on charge, on se met dans un coin, une utilisation intelligente de la caméra, on cherche le trou. C'est pas évident. Allez, on va le trouver. Il y a un setup, bien sûr. C'est souvent quelques pixels et puis une durée très courte. Déjà, il faut être très précis. Mais en plus, vous n'avez pas à avoir très longtemps pour le réaliser. Voilà, allez, on va réussir. Il faut imaginer que les murs, en fait, physiques, la réalité voilà, physique du jeu, les murs, ils sont construits comme les maçons construisent des murs. C'est-à-dire que des fois, vous avez un mur et vous mettez un autre mur pour construire en fait votre niveau. Et des fois, les jointures sont pas parfaites. Et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter, évidemment. Trouver le bon angle, la bonne vitesse. Mais si vous jouez normalement au jeu, ces jointures vous paraîtront relativement solides. C'est vraiment parce qu'ils y ont passé énormément de temps à tester l'intégralité des murs pour voir si effectivement on ne pouvait pas passer à travers. Alors là, on arrive du nouveau boss sur Chaos 6. Voilà, donc là, il a mangé 6 Chaos Emerald. Tout à l'heure, il en avait 3, maintenant il en a 6. Il est un petit peu plus gros, un petit peu plus compliqué, mais ça devrait bien se passer. Donc voilà, le chargement qu'il avait récupéré tout à l'heure, vous avez vu, il devient un peu bleu fluorescent et ça lui permet de casser les armures du boss. Il va se servir en fait du fait que Robotnik, qui est un autre méchant, a un petit ennemi qui glace du coup pour éliminer cette forme du boss, évidemment qui va revenir de nombreuses fois. Et les runes mystiques avec un niveau... Oui, on est redescendu, on vous coupe les cutscenes aussi, donc vous n'avez pas toute l'histoire, ne vous inquiétez pas, on va quand même pas les regarder. Donc Lost World. Voilà, et on va aller aussi avec... Tout ça, c'est du par cœur, il n'y a pas d'autre solution. Vous devez apprendre par cœur tout le jeu. Changement de caméra pour ce setup, pour certains petits sauts. Voilà, on tombe directement là, c'est réussi. Allez, on y est presque. La fin du niveau. La musique, elle avait à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait, tellement ça a été rapide. Je sais pas si vous imaginez, mais comme ça va très très vite, Oh là bien là sûr, là là. il y a de la mémoire musculaire, mais il faut aussi mémoriser bien comment chaque niveau est construit, parce que ça va tellement vite qu'on peut pas complètement improviser. Donc il doit mémoriser, il a une carte mentale des différents éléments du jeu, parce que il peut pas simplement dire ah oui, c'est pas une fois qu'on y est qu'il faut réagir, il faut anticiper en termes de trajectoire. C'est toujours stupéfiant. Moi j'ai fait à mon humble échelle un petit peu de speedrun, et moi mes cartes mentales elles fonctionnent pas très bien. Ici c'est difficile, oui il a réussi du premier coup. Eh bien bravo, c'est passé. Très 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 beau niveau. Vraiment exécuté à la perfection dans cette fin de speedrun. Il chauffe doucement, mais là il est vraiment sur une très 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 belle run depuis une dizaine de minutes, il n'y a plus de problème. On va arriver du coup sur la fin avec les boss finaux, parce que, alors si vous connaissez le jeu, on n'a pas tout mentionné, ça va beaucoup trop vite. Il y a eu de nombreuses ce qu'on appelle séquences break, il y a des séquences de puzzle, des séquences entières de jeu auxquelles vous avez été soumis ou soumises, mais là il a à chaque fois fait en sorte de ne pas les faire. Non. Donc ça peut être un peu surprenant effectivement, même là encore. Je pense que ça va surprendre les gens, la personne qui a fait le jeu, je veux dire. Ah bah oui, là c'est sûr. Les développeurs en général ont un regard sur le speedrun assez intéressant parce qu'ils sont plutôt pour, les développeurs, ceux qui ont fabriqué le jeu. Par contre, les éditeurs du jeu n'aiment pas trop parce que vous montrez les bugs, vous montrez les défauts du jeu. Et c'est moins facile à vendre, alors ce qui n'a pas de sens. Mais... Et en plus, on attendra, mais tout à l'heure, lors de la prochaine pause, c'est-à-dire lors du prochain boss qui est très très lent, oui, si j'y pense,
Je parlerai pourquoi le fait même qu'il y ait du gameplay émergent, c'est une qualité de la part du travail des développeurs-développeuses. Et si je m'en rappelle pas, tant pis. Donc une fois de plus, la chute bien millimétrée pour traverser tout le niveau. Et voilà. Vous pouvez l'applaudir, hein. C'est pas des trucs évidents, il a fallu les setups. Là, on est sur une très belle performance. On va être très probablement sub 30. Lors de son record, c'est le dernier boss. Le temps de passage était à 26,08. On est 1 minute derrière. On verra après le final. Alors c'est le boss très long, un petit peu difficile en fin de run. Typiquement le genre de boss qui est longtemps invulnérable. Mais quand je dis longtemps, c'est très longtemps parce que vous avez vu, ça fait presque c'est très hétérogène. On a un jeu excessivement dynamique en speedrun pour vous, spectateurs, spectatrices. Et d'un coup, lui-même il attend. Il est là. Bon j'attends. Oui, tout ça pour dire, moi je fais plutôt partie de l'école qui j'adore le gameplay émergent, j'adore ce qui est possible, ce qui était intentionnel ou ce qui n'était pas intentionnel de la part des devs, mais je trouve que souvent c'est pour de très bonnes raisons que le jeu est permissif. Parce qu'il faut économiser sa force de travail, c'est fait pour des bonnes raisons, il y a plein de gens qui vont jouer au jeu, et là, il ne s'agit pas de régler a priori tous les problèmes qui pourraient arriver, ça demande un temps infini, votre équipe elle est en burn-out, et mieux vaut se concentrer sur les éléments de gameplay, de world building qui sont importants. On va pas mettre des murs, une réalité physique aux murs qu'on voit à l'horizon, parce qu'a priori les gens iront pas là. Juste pour embêter les speedrunners. Il se trouve qu'il y a des gens qui iront là, et tant mieux, c'est de l'exploration, c'est gagnant-gagnant. Donc moi je trouve ça plutôt passionnant de chercher, et c'est complètement légitime dans le travail de ne pas chercher à régler des problèmes qui déjà n'en sont pas ou seraient excessivement marginaux. Qui devront influencer que, allez, sur un Sonic Adventure DX, comme ça ils sont une centaine à exploiter ces bugs. Sur les millions de joueurs de ce jeu. Donc, on va pas dire qu'on va faire on va pas faire une exception pour eux, quoi. Et là, par rapport à la distinction qu'on a faite tout à l'heure entre le game et le play, les seuls problèmes bugs qu'il faut régler, ce sont les problèmes qui concernent les joueurs occasionnels. Si ça nuit à leur expérience, là on va appeler ça un bug, ça les frustre, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais si ça devient un élément de gameplay intéressant pour une poignée de gens qui jouent très bien et que ça même améliore leur play, leur jouer, c'est une expérience positive aussi bien pour les gens qui jouent que pour les spectateurs, spectatrices. C'est vraiment une plus-value stricte. Donc voilà, il faut s'intéresser. C'est légitime de corriger les soucis en fait qui touchent le grand public si vraiment le jeu n'est pas jouable. Mais il faut vraiment laisser ce qui donne de la richesse à une manière particulière de jouer à un jeu. Alors attention, parce qu'on va avoir le time. C'est quand le boss tombe en bas, on va devoir arrêter le timer. Là, il peut encore bouger. Donc, en fait, tant que vous avez le contrôle de votre personnage, on considère que... Là, c'est time. Time. Voilà. Et on est en dessous de 30 minutes. C'était 29-41. 29-40. Le temps de passage. En temps réel, donc RTA. Oui, c'est 2 minutes, du coup 2 minutes 20 derrière son record. Ce qui est tout à fait intéressant, ce qu'on rappelle, la plupart des gens, des runners-runneuses qui jouent sur scène, on a rarement l'occasion de jouer sur scène, donc il peut y avoir du stress. Et on ne joue pas sur son setup technique, donc c'est toujours particulier, il peut y avoir un peu de lag input. Mais voilà, un petit témoignage, du coup, comment s'est passée ton expérience? Vas-y, lève-toi, je t'en prie. Bon, ça s'est très bien passé. Mon objectif c'était de faire, alors si je pouvais le faire, ça aurait été bien de faire à moins de 30 minutes. Et au final j'y suis arrivé, donc c'est assez dingue. Donc première fois aussi que je suis invité à un événement où je speedrun hors de chez moi, quoi. Donc c'était quand même assez incroyable. Donc voilà. Félicitations, c'était une très belle run. Je pense que tu les as impressionnés sur ce Sonic Adventure DX. Donc toi, c'est une bonne expérience, l'apprentissage de ce speedrun. Tu as envie de te lancer dans d'autres jeux, de continuer sur celui-ci? Maintenant que tu as le record du monde, est-ce que tu te sens menacé par un autre joueur ou tu continues sur Sonic DX pour l'instant? Pour l'instant, Sonic Adventure DX, ça fait 6 ans que j'y joue. J'y ai énormément joué et j'aimerais bien me mettre à d'autres jeux comme Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, ou même d'autres jeux qui ne sont pas forcément des Sonic, comme des jeux Pokémon, les Pokémon Donjons Mystère par exemple, que j'aime beaucoup. D'accord, on peut te retrouver sur Twitch? Ouais, bien sûr. C'est mon Twitch, c'est Nixur. Et je stream de temps en temps. NICZUR, mais vous le verrez un peu traîner, n'hésitez pas. Et donc si vous voulez regarder, parce que la plupart des speedrunners, aussi on n'a pas beaucoup parlé, mais sont sur Twitch. La communauté, c'est important. C'est une des premières communautés de joueurs à s'être vraiment emparée des outils de streaming. Et donc vous pourrez retrouver l'intégralité des joueurs que vous verrez aujourd'hui sur Twitch, bien sûr. On va donc laisser notre place. Il y a un concert que vous attendez certainement. Concert. Sûrement pas eux. Et à titre personnel, nous reviendrons
après le concert pour une deuxième partie de show relatif au speedrun, dans lequel nous vous présenterons Tyrone serait présent qui fera Super Mario Odyssey, ainsi que Sonic 1. Donc voilà, 2 jeux qui seront speedrunnés après le concert. On laisse la place, à tout à l'heure. À tout à l'heure.